Vivez pour partager et accordez-vous un moment de détente grâce au sponsor de cet épisode, Yogiti. Marque spécialiste de l'infusion ayurvédique 100% bio et sans résidus de pesticides, Yogiti propose de prendre soin de votre corps avec plus de 50 recettes associées à un mantra positif sur chacune de leurs infusions afin de soutenir votre bien-être mental tout au long de la journée. Ces recettes bienfaisantes sont disponibles en magasin bio ou en pharmacie. Vous y trouverez forcément une infusion à votre goût. Et pour finir, Yogiti vous propose de découvrir en avant-première leur nouvelle marque de thé et infusion Choice. Des recettes de la meilleure qualité à un prix tout doux. Alors les amis, rendez-vous sur www.choice-organique.fr pour la découvrir. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquier, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Stress et coups de blues, burn-out, anxiété, crise d'angoisse, qui ne les a pas vécus dans sa chair, dans son âme ou même dans son entourage? Mon invité est un médecin psychiatre à Paris, auteur de nombreux ouvrages et connu aussi sous le nom de Dr Feelgood. À travers son dernier ouvrage, Anti-stress, la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime, il nous propose une nouvelle approche basée sur les dernières découvertes en neurosciences, ainsi que sur sa longue expérience clinique, notamment comme chef de clinique à l'hôpital Sainte-Anne. Avec lui, découvrons des protocoles simples et accessibles pour apprendre à réguler le stress et à entraîner l'esprit. Plus que jamais, symptôme d'une époque, le stress n'est pas pour autant une fatalité. Alors ensemble, apprenons à canaliser cette petite voix insidieuse de nos angoisses, ruminations, paniques, compulsions, TOC, coups de blues, burn-out et autres abîmes émotionnels qui parfois, ou même souvent, nous empoisonnent la vie. Je suis ravie d'accueillir le médecin psychiatre David Gourian. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec grande joie. On le disait hors antenne, vous publiez ce nouveau livre aux éditions Marabout, Anti-stress, la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime. C'est le mal de notre époque en somme. Et évidemment, vous me disiez qu'il y a une recrudescence particulière depuis la crise du Covid, ce qui vous a aussi incité à écrire finalement ce livre. Oui, absolument. D'ailleurs, vous savez qu'Oviprev vient de publier les derniers résultats de suivi épidémiologique de la santé mentale des Français. On est à 25% des Français qui montrent des signes d'un état anxieux, ce qui est considérable, ce qui est plus de 10 points de plus que ce qui est mesuré en temps habituel. Et en fait, ce niveau et puis c'est élevé aussi pour les problèmes de sommeil, pour les symptômes dépressifs. Et en fait, ce niveau n'a pas tellement redescendu, c'est-à-dire qu'il est assez équivalent à ce qu'on a observé durant les différentes périodes de confinement et surtout touche aussi peut-être les personnes les plus vulnérables, en particulier les jeunes, les étudiants, les adolescents, les personnes isolées ou en situation de précarité, les femmes seules, élevant des enfants. Donc on traverse cette période particulière de notre histoire avec quand même alors tout le monde ne le vit pas mal, hein, il y a des gens qui le vivent extrêmement bien et tant mieux pour eux, mais quand même une période particulière avec une charge émotionnelle lourde. Et puis ça dure, c'est ça aussi le problème, c'est que ça pour l'instant ça continue. Alors vous dites que vous êtes un ancien anxieux et que chaque fois que vous arrêtiez les antidépresseurs, en fait ça revenait avant votre méthode, j'imagine. Et je me suis demandé si c'était pour ça que vous débutiez votre ouvrage par cette magnifique citation d'Albert Camus. « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été ». Écoutez, je vous remercie d'introduire avec et d'avoir compris l'esprit de la métaphore. C'est évidemment ça. C'est est-ce qu'on peut trouver, et c'est le sens de cette méthode, est-ce qu'on peut trouver en soi des outils simples pour essayer de surmonter, de contrer moi je parle de marécage. Ceux qui ont expérimenté comme moi les problèmes d'anxiété ou les problèmes de dépression savent que c'est vraiment c'est extrêmement pénible, ça peut pourrir la vie, c'est vraiment très pénible
J'ai parlé, moi, j'ai une patiente récemment qui m'a remercié d'avoir osé dire dans l'ouvrage que j'avais pris des traitements, etc. Je pense que les psys ne sont pas ne sont pas moins vulnérables que les autres à ces vulnérabilités-là. Je disais 25% des Français actuellement en situation de présenter un état anxieux sont des choses fréquentes. Et en effet, l'idée c'est on a la chance d'avoir un arsenal de psychothérapies qui se sont développées, qui se sont affinées, qui se sont enrichies, qui sont nourries aussi par le champ de la recherche. Moi, j'ai eu cette chance de pouvoir faire un double cursus, à la fois médecine et en parallèle thèse de neurosciences, et donc de faire de la recherche. Et au fond, pourquoi ne pas faire bénéficier aussi des outils que la recherche a, parce qu'il y a de nombreuses équipes de chercheurs dans le monde qui essaient de voir comment améliorer les stratégies psychothérapiques de ces troubles émotionnels, de dire peut-être on peut essayer d'améliorer les outils disponibles et d'en faire bénéficier le plus grand nombre. Oui, bien sûr, évidemment, on va en parler et dans le détail. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est malgré vos connaissances et vos recherches en neurosciences, vous avez voulu que ce soit vraiment quelque chose de très accessible, un ouvrage vraiment de vulgarisation, vraiment dans le bon sens du terme. C'est pas monographique, en plus vous avez une plume qui est assez drôle. Et par rapport au fait de partager le fait que vous avez vécu des périodes d'angoisse vous-même, je trouve que ça vous met aussi à la portée de tout être humain, et je trouve que c'est important. On passe un peu de ces années 80 où, entre guillemets, il y avait des gourous, des médecins qui disaient « je détiens la vérité », mais finalement, on ne connaissait rien sur leur vécu personnel. C'est un peu fini, je trouve, ce temps-là. Et ça vous rend aussi accessible, je trouve. Donc, merci en tout cas pour ça. Alors, simplement pour être clair, quand est-ce qu'on peut gérer par nous-mêmes, avec votre méthode, un certain nombre de pathologies que j'ai citées en introduction, panique, angoisse, etc. Et quand détecter, quand ça a basculé dans une zone vraiment pathologique, voilà, un peu pour avoir une idée du curseur. C'est une très bonne question. En fait, je pense que on aurait beaucoup plus intérêt à travailler la prévention chez tout un chacun. On fait aujourd'hui de la prévention formidable des maladies cardiovasculaires. On sait qu'il faut traiter l'hypertension, le cholestérol bien avant. On n'attend pas le premier infarctus pour traiter les facteurs de risque, et tout le monde sait que c'est bien de faire du sport et de faire attention à son alimentation. Je pense qu'on a dans le domaine de la prévention des troubles émotionnels probablement 40 ans de retard par rapport à ce qui se fait dans d'autres champs de la médecine, comme la cardiologie que j'évoquais à l'instant. Je pense que ces outils marchent mieux avant même qu'on ait subi ou souffert d'un burn-out, d'un trouble anxieux, etc. On sait que ces troubles-là vont concerner au cours de la vie, je mets tous les troubles émotionnels confondus, j'y inclus les troubles du comportement alimentaire, j'y inclus les addictions. On sait que, grosso modo, une personne sur 4, ce qui est considérable, une personne sur 4 serait concernée par l'un de ces troubles émotionnels au cours de la vie. Et au fond, les stratégies de prévention, donc les outils que je présente dans cette méthode, j'ai envie de dire, j'aurais envie d'une certaine façon qu'ils puissent bénéficier à tout le monde. C'est-à-dire que je pense que ce sont des outils, on peut tous les utiliser, avant même de s'être retrouvé en difficulté. Après, et j'insiste d'ailleurs à plusieurs reprises dans l'ouvrage, ça n'est pas une méthode magique, ça n'est pas un talisman qui peut protéger de tout, et un livre ne peut pas, même si la méthode, vraiment j'essaie de la rendre la plus simple et la plus efficace possible, ne peut pas remplacer, si vous êtes en souffrance depuis longtemps et que vos symptômes sont intenses, et que ça dure depuis plusieurs semaines, et que ces méthodes-là ne fonctionnent pas, ne peut évidemment pas remplacer un professionnel de santé. Donc par rapport, et pour être précis, pour répondre à votre question, j'aurais tendance à dire, si les outils ne fonctionnent pas et que la souffrance dure au-delà de quelques semaines, et qu'elle entraîne aussi, ça c'est un critère très très important en médecine, ce qu'on appelle un impact fonctionnel, c'est là vous n'arrivez plus, c'est pas je me sens mal, pas bien, mais je n'arrive plus à fonctionner, je n'arrive plus à avoir une qualité de vie correcte, je n'arrive plus à travailler correctement, à me concentrer, à dormir. À ce moment-là, je vous conseille de consulter, et en plus de la méthode, d'en parler à un professionnel de santé. Bien sûr.
Alors, vous dites que pour vous, en tout cas, d'autres méthodes qui permettent peut-être d'apprendre à réguler le stress n'ont pas fonctionné sur vous. La méditation, le yoga, l'hypnose, ça vous est propre. Elles peuvent fonctionner chez d'autres personnes, évidemment. J'ai un peu honte de le dire parce que j'ai eu cette chance de côtoyer Christophe André et vraiment d'essayer, parce que je trouve que c'est quelqu'un de formidable et très inspirant, de vraiment beaucoup essayer ces stratégies-là il y a longtemps, parce que ça fait fort longtemps que je l'ai côtoyé à Sainte-Anne quand j'étais interne. Et je l'avoue, alors je pense que moi j'ai des patients chez lesquels ça a extrêmement bien fonctionné. Donc mon propos est pas du tout de dénigrer ou de diminuer l'importance je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très utile et de très efficace dans les approches de type pleine conscience, au sens large. Il y en a beaucoup en réalité. Mais j'avoue que sur moi, pas mal essayé. J'ai peut-être pas la patience. Je sais pas comment le dire, mais je suis plutôt bon élève, donc j'ai vraiment beaucoup essayé. J'ai un peu honte de le dire, mais ça n'a pas le voilà. Au bout de 30 secondes, je décroche et je repars, probablement parce que j'avais ce mode de fonctionnement de rumination anxieuse assez ancré depuis l'enfance. Peut-être que j'avais été élevé moi-même aussi je pense que la façon aussi dont on a été éduqué, ce qu'on appelle les stratégies de coping, la façon dont on nous a appris à gérer les problèmes, les soucis, les ruminations, les difficultés de la vie, qui sont inhérentes à nos vies. Moi, j'étais très imprégné de ce mode de fonctionnement-là, et je pense qu'assez vite, même en ayant d'excellents instructeurs de mindfulness, assez vite, je repartais dans ces ruminations. Donc, l'idée, c'est de dire, en fait, ces outils-là existent et ils sont extrêmement utiles. Il y a beaucoup d'approches, beaucoup de méthodes, mais qui ne marchent pas chez tout le monde, et c'est bien d'enrichir d'autres outils. C'est je pense qu'il n'y a pas de recette miracle qui marcherait chez tout le monde, et finalement de dire, si ces stratégies-là n'ont pas fonctionné chez vous, ne vous découragez pas, ne perdez pas espoir. Il y a d'autres approches. Ces approches qu'on utilise je ne vais pas utiliser de termes techniques, mais les thérapies comportementales et cognitives, les thérapies ACT, enfin il y a beaucoup de choses, et les neurosciences qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des outils très simples qui peuvent venir non pas se substituer, mais compléter ces méthodes-là. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est aussi de comprendre quelles sont les causes sous-jacentes de ces stress, de ces angoisses, de ces ruminations. Est-ce que, en tant que médecin psychiatre, vous voyez dans les histoires des gens des grandes familles de type, par exemple, des personnes qui ont été dans des familles type insécures, qu'on pourrait appeler, qui viennent finalement plus tard réactiver ces névroses de nos histoires personnelles? Oui, bien sûr. Les gens viennent tous avec une histoire, un modèle de compréhension de ce qui leur arrive. Parfois clair, parfois moins clair, mais il y a toujours une histoire qui émerge. Et ce qui est important, c'est que parfois cette histoire est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que j'ai des difficultés professionnelles, et c'est parce que mon employeur, ou j'ai des difficultés de couple, et c'est parce que ma femme ou mon mari, ou j'ai des difficultés avec mes enfants. Et le parce que est parfois une sorte d'écran. C'est-à-dire que oui, il y a ça, mais pas que. Et plein d'autres choses. On sait que l'origine des troubles émotionnels est complexe et multifactorielle. Il y a des facteurs biologiques, génétiques, il y a des facteurs environnementaux. Je parlais tout à l'heure des stratégies de coping, l'éducation, la façon dont on nous a appris à gérer notre propre anxiété. Vous évoquiez fort justement les psychotraumatismes, ceux dont on se souvient, mais il y a aussi ceux qu'on n'a pas identifiés ou dont on ne se souvient pas, ces problématiques de mémoire traumatique ou d'amnésie dissociative qu'on connaît un peu mieux aujourd'hui. Donc c'est toujours très intéressant d'écouter l'histoire, mais d'aller au-delà de l'histoire, et d'aller et d'essayer de comprendre si l'histoire que la personne nous apporte, parfois c'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, l'histoire qui nous est apportée. Et parfois il faut aller creuser, aller chercher ailleurs, et aller chercher plus loin. Et c'est toute la richesse d'ailleurs j'ai ce grand privilège. Je trouve que c'est un grand privilège d'avoir cette chance de pouvoir être psychiatre. Les gens viennent nous livrer des histoires, nous livrent des choses dont ils n'ont parfois jamais parlé à personne, même au plus proche. Je trouve que c'est un privilège incroyable, vraiment. Et parfois il faut creuser, aller plus loin. Ouais, vous êtes comme le gardien de la parole des gens. C'est vrai que c'est un métier quand même extraordinaire, je vous l'accorde.
difficile mais extraordinaire aussi. Alors, ce qui est très novateur dans votre méthode et qui est vraiment intéressant, et vous allez nous l'expliquer, vous dites qu'il faut accorder plus d'importance au processus de régulation qu'au contenu même des pensées. Alors ça, c'est quand même nouveau parce que on imagine qu'avec la psychanalyse, en fait, on va ressasser pour essayer de comprendre, etc. Mais vous dites, par rapport au stress, à nos pathologies là, dont on a parlé, il faut vraiment s'intéresser au processus de régulation. Oui, absolument. Merci de cette lecture attentive de ce livre, de cette méthode. C'est les méthodes classiques, psychanalyse, mais pas que, thérapie comportementale et cognitive classique aussi, vont beaucoup s'intéresser à décortiquer le contenu des pensées. On va faire de la restructuration cognitive, on va s'intéresser aux pensées négatives que vous avez et on va essayer de les mettre à plat. Et au fond, la métaphore que je prends dans l'ouvrage, c'est celle du chef d'orchestre. C'est-à-dire que quand une musique est mal jouée, vous pouvez aller regarder la partition, vous pouvez aller interviewer et mettre sur le grill chacun des musiciens, et peut-être qu'en réalité, la musique est mal jouée, pas parce que la partition est mauvaise ou parce que chacun des musiciens est mauvais, ils sont peut-être tous très bons, mais peut-être que c'est le chef d'orchestre qui a du mal à organiser tout ça, qui a du mal à planifier tout ça. Les chercheurs en neurosciences appellent cela la métacognition. Pardonnez-moi, je ne dirai gros mots à partir de maintenant. Mais ce sont les processus. La métacognition, c'est la pensée sur la pensée. C'est la façon dont on pense notre pensée. On est capable de faire ça, les êtres humains, de penser notre pensée. Et au fond, peut-être que de s'intéresser au mécanisme de régulation de la pensée, au chef d'orchestre, c'est une voie directe. J'ai voulu, si vous voulez, avec cette méthode, proposer un raccourci. Est-ce qu'on peut aller plus vite? Est-ce qu'on peut proposer, plutôt que d'aller décortiquer chaque contenu de pensée, chaque souvenir, ce qui peut prendre un temps infini, et puis il y en aura toujours des nouvelles, aller directement beaucoup plus dans des processus beaucoup plus hauts, au fond, comme dans une entreprise, on pourrait dire on va s'intéresser, c'est peut-être le management qui pose problème plus que peut-être les employés sont super en réalité, il y a des talents incroyables dans cette entreprise, peut-être que le management pêche. C'est exactement la démarche de la méthode anti-stress, c'est d'essayer de vous proposer des stratégies toutes simples qui vont vous permettre de comprendre comment vous avez tendance, au fond, le vrai problème, c'est pas nos soucis, on en a tous, c'est pas nos pensées anxieuses ou nos pensées négatives sur nous, on en a tous. La grande différence entre un anxieux et un non anxieux, c'est pas d'avoir des soucis ou des pensées anxieuses. Tout le monde en a. C'est absolument normal d'en avoir. Autrement dit, aller travailler sur le contenu de la pensée anxieuse, c'est pas forcément la méthode la plus rapide. La grande différence, c'est le processus. Le processus, c'est que le non anxieux, une fois que le souci, la pensée anxieuse a été là, il va avoir une sorte de souplesse, de flexibilité qui fait qu'il va assez vite passer à autre chose. Alors que l'anxieux va rester beaucoup plus longtemps bloqué, ça toutes les études de recherche le montrent bien, va rester beaucoup plus longtemps bloqué et tourner en boucle, son attention restant focalisée sur la pensée anxieuse, sur la menace. Et ce processus-là devient paralysant. C'est-à-dire que si je suis paralysé par ma pensée anxieuse et que je tourne en boucle dessus, à un moment donné, la rumination devient elle-même le problème. D'ailleurs, les anxieux le disent bien. J'ai peur d'avoir peur. Ils sont pris dans des anticipations anxieuses. À un certain degré, ils disent je ne sais même pas pourquoi j'ai peur. L'anxiété est là tout le temps, elle est flottante, elle est permanente. Je suis dans un sentiment de danger. J'ai l'impression que quelque chose va arriver. Et en fait, le pire, c'est quand tout va bien parce que j'ai l'impression de l'imminence d'un danger. Autrement dit, le processus est enclenché et le processus devient le problème. Oui. Et la question, c'est est-ce qu'on peut prendre conscience de ce processus et surtout, est-ce qu'il existe des stratégies, et il en existe, pour justement, à un moment donné, sortir du processus, s'en échapper d'une certaine façon. Une patiente qui les patients anxieux prennent toujours des métaphores, me disait j'ai l'impression d'être sur un périphérique sans porte de sortie, ça tourne en rond en fait. Ouais, c'est le pire des cauchemars. Aidez-moi à trouver une sortie alors qu'il n'y a pas de sortie, tout est bloqué et ça dure des heures et je suis là le soir à cogiter en boucle. Et alors quand c'est pas mon travail, c'est mes enfants, et quand c'est pas mes enfants, c'est la santé, quand c'est pas la santé, c'est mes problèmes de finances, etc. Il y a toujours, c'est comme si je rongeais quelque chose qui revient comme un chien qui ronge son os, etc. avec ce sentiment de ça n'a pas de fin, il y aura toujours quelque chose d'autre qui va venir. Et au fond, plutôt que de reprendre et regarder vos enfants vont très bien, votre santé est bonne, votre médecin vous l'a dit, etc., on va plutôt s'intéresser au processus de rumination. Combien de temps passez-vous à ruminer?
Est-ce que ça vous aide à résoudre vos problèmes? Est-ce que ça vous fait du bien? Non, évidemment, les réponses sont non à tout ça. Dans ce cas-là, vous Oui. êtes en train de m'expliquer que ce processus-là, vous pouvez prendre conscience. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a une addiction et qui va vous dire, en fait, je fume parce que ça me détend ou je prends de l'alcool parce que ça me détend. Est-ce que vous êtes si sûr que ça, que ce processus-là vous fait du bien? Ah oui, je vous assure, quand je fume une clope, ça me fait du bien. C'est le meilleur moment de la journée. Mais vous savez, en recherche, quand on mesure l'effet de ce que fait la nicotine sur le cerveau, c'est pas tellement un anxiolytique, c'est plutôt l'inverse. Déjà, de prendre conscience que ce processus-là, loin de m'aider à... Parce que les gens qui ruminent ont l'impression qu'ils pensent à leurs problèmes et qu'ils sont en train de trouver des solutions pour les résoudre. En fait, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est aussi l'image mentale, en fait, du plaisir qu'ils ont éprouvé à un moment donné qui reste et dont ils n'arrivent pas à se déscotcher aussi, c'est ça? C'est très juste. Il y a un côté addictif dans la rumination. Il y a cette croyance de je vais trouver des solutions et je veux me protéger en pensée, une sorte de pensée magique. Plus j'y pense, plus je vais me protéger. Sauf qu'on ne peut pas, la pensée n'est pas magique, on peut penser à tous les soucis à venir inimaginables. En réalité, on aura juste créé des boucles de rumination anxieuse qui ne sont pas très bonnes, qui sont pas très bonnes pour la santé au fond, parce que au fond, ce sont les mêmes réseaux neuronaux, si on les muscle, si on les entretient en permanence, qui sont impliqués dans les troubles émotionnels, dans les troubles anxieux, dans les troubles dépressifs. Donc on va plutôt apprendre des stratégies différentes qui sont en fait, prenez conscience du fait que vous êtes bloqué dans une boucle de rumination et demandez-vous si cette stratégie fonctionne, et si elle ne fonctionne pas, quand une stratégie ne fonctionne pas, le mieux c'est d'en changer. Alors vous allez me dire oui, c'est simple dit comme ça, mais comment on fait en pratique? Déjà s'en rendre compte, l'identifier, le repérer. Souvent nos ruminations viennent se cacher, utilisent les chemins de notre intelligence et de notre pensée, on ne s'en rend pas forcément compte. Déjà avoir des outils pour le repérer, pour le taguer mentalement, si j'ose dire. Oui, c'est ça, vous parlez beaucoup du tag, vous dites qu'il faut les cadrer, les taguer, les classer. Oui. Et j'aime bien aussi cette phrase que vous dites, vous dites nous ne sommes pas le valet de nos soucis. Et je trouve que cette image est très puissante. Et peut-être tout à l'heure, vous nous raconterez cette métaphore avec le châtelain, ou je ne sais plus comment vous l'appelez, le roi, là, en son royaume, pour montrer comme on peut être esclave, effectivement. Alors, je vous laisse continuer sur les classer, les tailler, les cadrer. Oui, c'est exactement ça. Nous avons des pensées hameçons qui nous hameçonnent. C'est tentant de penser à mon tel problème, et quand la pensée vient, j'ai tendance à la traiter tout de suite. On fonctionne comme ça, on traite au fur et à mesure de ce qui vient. Notre cerveau est une incroyable machine avec ses 86 milliards de neurones à générer de la pensée, et des émotions. Et on a tendance à considérer que nos pensées sont très importantes parce que ce sont nos pensées. On a tendance à les prendre pour vraies et à les traiter au fur et à mesure. Et au fond, la métaphore de ne soyez pas le valet de vos pensées, c'est est-ce qu'on peut décider? On peut pas décider de ne pas avoir de pensées. On ne peut pas contrôler nos pensées. Elles vont venir à un moment ou à un autre. Mais ce qu'on peut décider, ce qu'on peut apprendre à mieux contrôler, à mieux gérer, c'est l'attention qu'on leur donne. Et je prends l'exemple donc d'un roi dans son château. Au fond, nous sommes tous les reines et les rois de notre espace mental, de notre esprit, qui est en train de déjeuner tranquillement avec sa famille, et puis d'un seul coup, on vient le déranger au milieu de son repas en lui disant il y a deux personnes là dans votre royaume qui se disputent parce que l'un des deux dit que l'autre lui a volé un poulet, que le poulet lui appartient, c'est très grave, il faudrait que vous les voyiez. Et puis d'un seul coup, imaginez que ce roi, séance tenante, disent stop le déjeuner, j'abandonne ma femme, mes enfants et je vais aller écouter les deux paysans. Alors les deux paysans lui expliquent que le poulet c'est très grave et que l'autre est très méchant, et puis le roi essaie de les apaiser, de trouver une solution. Évidemment ça marche pas, ils finissent par se battre, ça prend 2 heures et ils finissent presque par vouloir l'agresser, par être hostiles. Le pauvre roi revient au déjeuner, évidemment tout le monde est parti en disant mais il nous a abandonnés, et donc c'est un peu la catastrophe. On est un peu pareil avec nos soucis, c'est-à-dire qu'on a tendance, quand une pensée vient nous hameçonner parce qu'elle nous semble préoccupante, elle flash un peu, elle est tentante, on a tendance à y aller, à rentrer dans le train et à le suivre jusqu'au terminus. Et on fait comme le roi qui va écouter, qui va stopper toutes ses activités séance tenante pour rentrer dans l'histoire, sans se rendre compte qu'on n'est pas obligé d'accepter d'être hameçonné
C'est ça. de monter dans le train et d'être hameçonné par la pensée. Et au fond, une autre métaphore, c'est de dire si vous avez un stagiaire, un collaborateur qui vous appelle à 2 heures du matin en vous disant tu sais la graffeuse marche pas, je voudrais vraiment qu'on prenne du temps pour en parler, c'est catastrophique si la graffeuse marche pas, vous le recadreriez en lui disant non mais c'est pas possible en fait que tu m'appelles à 2 heures du matin pour la graffeuse, on va prendre rendez-vous demain, tu viens me voir à 14h30 ou alors que je vais te donner, etc. Mais tu me déranges pas à n'importe quel moment. Et on peut tout à fait faire ça avec nos pensées. On peut pas choisir qu'un souci vienne, mais on peut le recadrer en disant en fait je n'y vais pas et toi je te donne rendez-vous demain à 14h30 parce que demain à 14h30 ou à 17h ou je ne sais pas quoi, je pourrais être efficace. Au fond, traitons nos soucis au moment où on peut le faire en vrai, pas à 23h30 dans notre ligne, on peut rien résoudre en réalité, mais à un moment où je pourrais être dans une action efficace pour le gérer. Et Alors si par ailleurs ce que vous dites, souci n'existe pas encore, oui. parce que les anxieux ont tendance à créer des soucis qui n'existent pas encore, patiente qui me disait si mon fils a des problèmes ce matin même, qui me disait je suis très préoccupé par l'entrée en 6e de mon fils qui risque d'avoir des problèmes parce que vous comprenez, il est un peu atypique, il a des difficultés. Son fils, il est en CM1. Donc elle est en train de traiter mentalement un souci qui n'existe pas encore. Et je lui dis vous allez trier. Il y a les soucis réels, actuels, et ceux dans le futur qui n'existent pas encore ne vous concernent pas en fait. Oui. Ah ouais, ça c'est ce qui va arriver. Alors ce que vous dites aussi quand même, c'est que il faut donner ce rendez-vous là, comme vous venez de le dire, mais il faut pas le mettre sous le tapis pour autant. Hein. C'est-à-dire qu'on a une pensée, on se dit ok, je veux pas monter dans le train, je l'ai vu arriver et je décide de pas y aller. Donc déjà c'est une bonne première étape, mais ensuite on la cache pas, on la met pas sous le boisseau. Oui, vous avez raison. Si on la cache, elle va revenir en boomerang fortement. C'est ce qu'on appelle les stratégies d'évitement. Les stratégies d'évitement les plus problématiques sont, par exemple, l'utilisation de substances, l'alcool, les drogues ou la nourriture pour ne pas penser. J'étais stressé, j'ai bu de l'alcool et puis du coup ça m'a apaisé, ou j'ai binge-watché des séries, ou ça va revenir à un moment donné. Les personnes qui ont des problèmes d'alcoolodépendance finissent même par prendre de l'alcool pour oublier qu'elles sont alcooliques. Donc, ça ne peut pas fonctionner, la stratégie de je ne règle pas mes problèmes. Il faut régler ces problèmes, ceux qu'on peut régler, ceux qui existent vraiment. Mais par contre, il faut décider où et quand. Et ça, on peut le faire beaucoup plus simplement à partir du moment où on comprend qu'en fait, on ne choisit pas nos pensées, mais on peut décider de la façon dont on va organiser la façon de les traiter, c'est-à-dire nos actions. Alors, vous dites aussi que beaucoup d'informations qu'on reçoit de notre cerveau, vous dites que c'est du jus de cerveau, quand même, que notre cerveau est aussi un bonimenteur. Il a l'art de pratiquer la fake news. J'adore parce que c'est très contemporain et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit bien de ce dont il s'agit avec le monde qui nous entoure. Comment ça fonctionne justement, ça ? Je ne sais pas pour vous, mais beaucoup de gens, et sans doute moi au départ du premier confinement Covid, étions branchés sur les chaînes d'information en continu. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé un peu. Moi, je trouve que c'était très désagréable cet effet-là. Je ne sais pas si vous-même vous l'avez vécu. Non, je l'ai pas vécu parce que j'ai vu le truc venir et donc assez rapidement, je me suis dit oh là, cette spirale-là, je n'en veux pas. Donc pour ça, j'ai eu de la sagesse. Je vais vous dire que quand mes filles sortent le soir et qu'elles partent faire la fête, j'ai pas la même sagesse et j'ai le cerveau qui rumine sur ce qui va se passer. Donc chacun ses combats. Alors notre cerveau, c'est exactement une chaîne d'information en continu qu'on ne peut pas éteindre. C'est une sorte de BFM TV ou de autres qui tourne en permanence et en boucle. Et en plus, c'est de l'information non vérifiée parce que certaines de nos pensées sont des faits. Si je vous dis aujourd'hui il fait gris à Paris, c'est un fait. Et certaines de nos pensées sont des théories, mais ça, on a du mal à le classer. Si je vous dis il fait gris et donc c'est tout pourri et on s'en sortira jamais et l'humanité est foutue, ça c'est une théorie. Mais mon cerveau me présente tout ça un peu sur le même mode. Donc notre cerveau produit de la pensée comme une chaîne d'information qui ne ferait pas le tri entre ce qui est vrai, ce qui est de registre de fait, et ce qui est du registre de théorie. Et parmi ces théories, il y a plein de petites théories du complot. Si on regarde sur Internet, on va trouver sur ce qu'on veut, les vaccins, on va trouver des trucs qui nous expliquent que dans les vaccins, il y a de la 5G, etc., etc. Et notre cerveau nous présente sans arrêt tout un tas d'informations comme ça. Et ça n'est pas sourcé, il n'y a pas une armée de journalistes
qui font du check news derrière pour voir si c'est vrai, pas vrai, si en effet, si mes enfants ont eu du retard, c'est grave, pas grave, etc., qui nous donnent la vérité. On n'a pas ça. On a juste une production en continu d'informations, de pensées non vérifiées, dont certaines sont plutôt factuelles, dont d'autres sont juste des théories anxieuses. Et le problème, c'est que comme c'est nos pensées, on a tendance à y accorder beaucoup de crédit. C'est un peu le problème des êtres humains, c'est quand on pense un truc, on a tendance à croire que c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a eu des guerres de religion, des gens qui sont sautés avec des bombes, etc. On a tendance à croire que parce qu'on croit à quelque chose, c'est vrai. On accorde beaucoup de crédit à nos propres croyances. Alors, quand on est souple, on arrive à changer de croyance, et c'est plutôt un signe de très bonne santé mentale d'arriver à changer d'avis. C'est plutôt très très bien, mais quand nos pensées viennent, on n'a pas beaucoup de recul parce que on doit les traiter en temps réel, comme une chaîne d'infos qui nous apporte des news en permanence. Autrefois, quand même, il y allait de la survie de l'espèce, c'est-à-dire qu'effectivement, vous expliquez aussi que quand on était dans la caverne, un bruit, etc., pouvait être, nous coûter la vie si on n'était pas attentif. Les anxieux avaient plus de chances de survie que les hyper cool. Je veux dire, on vivait dans un monde extrêmement dangereux. On vivait dans un environnement dans lequel nous étions entourés de prédateurs. On risquait de mourir 10 fois par jour. Il y avait tout un tas de maladies très graves. Les taux de mortalité étaient considérables. Et il y avait des famines très régulièrement. Donc, notre cerveau s'est quand même constitué dans cet environnement-là extrêmement dangereux. Et donc, la capacité à scanner le danger, à le repérer, à être sur le mode danger, le mode surveillance et le mode alarme pour pouvoir fuir ou se battre ou protéger nos enfants était un peu le mode par défaut de notre cerveau. Faut le remercier. On a survécu grâce à cette capacité à produire des pensées anxieuses. Peut-être que si on va sur ce nouveau territoire qu'on ne connaît pas, on va se faire bouffer par la tribu d'à côté. Heureusement qu'on a pu avoir des pensées comme ça. Sinon, ce serait tous fait bouffer. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en l'espace de 10 000 ans, notre environnement a énormément changé, mais pas tellement notre cerveau. La façon dont il est organisé, la façon dont il pense, est restée sensiblement la même, parce que 10 000 ans en termes d'évolution de l'espèce, c'est même pas une seconde, c'est très très rapide. Et donc notre cerveau est resté configuré sur ce mode par défaut de scanner l'environnement pour détecter le danger, pour détecter les prédateurs. Aujourd'hui, le danger, c'est les informations inquiétantes. Mon enfant a une demi-heure de retard, est-ce qu'il lui est pas arrivé quelque chose? J'ai un peu mal au ventre, est-ce que j'ai pas un début de cancer? Le Covid, les chiffres montent, est-ce qu'on va pas être face à un nouveau variant? Quel était le problème? Sans arrêt. Et notre cerveau nous sert en permanence comme une chaîne d'information, cette bouillie anxiogène de pensée, comme notre peau produit de la transpiration. Alors on n'accorde pas une importance énorme à notre transpiration, ça n'est que de la transpiration. Voilà. Mais notre pensée, on a cette croyance assez occidentale que tout ce qu'on pense est absolument noble et fantastique. Mais non, en fait. On a plein de pensées qui sont des pensées un peu bébêtes, un peu anxieuses. Voilà. Même les génies peuvent penser à certains moments des choses. Voilà. Simplement des petites pensées anxieuses, des petites théories du complot, on est comme ça. Et on a du mal à prendre du recul. On a tendance à fusionner avec nos pensées, à croire qu'elles sont vraies. Et là aussi, j'essaye de proposer dans cette méthode anti-stress, dans cet ouvrage, des stratégies pour prendre conscience, pour défusionner de ces pensées-là, et pour se rendre compte qu'en fait, c'est juste nos propres petites théories du complot, nos propres petites fake news, et quand on en prend conscience, c'est extrêmement soulageant, parce qu'on comprend qu'il y a un processus continu, et qu'en fait, c'est pas de se rassurer à chaque fois, à chaque nouveau truc, parce qu'il y en aura toujours des trucs anxiogènes. C'est plutôt comprendre que le processus fait qu'en réalité, on s'est raconté 200 000 fois que c'était très grave, qu'on n'allait pas survivre, que etc. Puis on a survécu, j'ai pas mouru. Et on peut se souvenir et réapprendre un peu autrement à traiter cette chaîne d'infos continue que notre cerveau produit avec plus de recul, plus de distance, comme si on baissait un peu le son. On peut pas l'éteindre, mais on peut baisser le son et mettre notre attention ailleurs. Et c'est ça un peu le mettre en sourdine. Ouais. Alors j'aimerais bien que vous nous donniez un petit exercice, par exemple, pour décoller un peu de ces personnages, de nos pensées là qui se présentent à nous. Et là, vous dites que peut-être que par moment de le théâtraliser un peu dans les outils, ça fait partie du processus. Oui, alors je reprends il y a plein d'outils proposés dans la méthode, parce qu'en réalité, je pense que il n'y a pas un outil recette miracle qui marcherait chez tout le monde. Donc je pense que c'est bien de proposer différents outils pour que chacun puisse trouver ceux qui marchent le mieux. Mais par exemple, moi, il y en a un qui marche particulièrement bien, sur moi en tout cas,
c'est le fait d'accoler, j'ai vécu à Marseille, j'ai une affection particulière pour cette ville, quand j'étais adolescent, j'y ai vécu, d'accoler un petit accent marseillais à ma petite théorie du complot qui fait peur. Alors, par exemple, moi j'ai un truc, j'aime pas les rentrées depuis que je suis enfant. J'ai toujours l'impression, c'est quand septembre va arriver, que ça va être la catastrophe. Je serais incapable de dire, c'est un peu bébête, c'est un peu stupide, les pensées anxieuses, c'est souvent un peu comme ça. Et voyez, le fait de mettre un petit accent marseillais sur le mode mais David, là c'est la rentrée de septembre, mais ça va être dramatique, mais tu vas pas survivre, pochère, tu es foutu. Le simple fait de faire ça, voyez ce petit pas de côté, un peu humoristique, où je me moque de moi-même, je suis déjà moins fusionné à la pensée de c'est la rentrée, c'est la cata. J'ai fait un petit pas de côté et c'est déjà un petit peu moins fort. Mais je peux aussi imaginer cette pensée anxieuse de c'est la rentrée, ça va mal se passer, sous la forme d'un nuage. Vous voyez, nos pensées, notre espace mental, on peut imaginer que c'est une sorte de ciel. Il y a plein de pensées qui arrivent comme des nuages, certaines sont menaçantes comme des gros nuages gris. Et plutôt que de fusionner, d'être dans le nuage ou d'être le nuage gris, je peux imaginer que ce nuage-là, il s'éloigne, je le visualise vraiment mentalement comme un nuage qui est très proche de moi, puis qui peut petit à petit s'éloigne et part au milieu d'autres nuages, et puis tiens, je vais m'intéresser à une autre pensée qui arrive, un autre nuage, et ça donne un sentiment de flexibilité mentale, de souplesse, et mon attention n'est plus que ce nuage, et n'est plus que cette pensée, mais peut être plein d'autres choses, et je peux passer à autre chose. Du coup, je donne aussi une technique où l'idée je disais tout à l'heure, ce qui caractérise l'anxieux, c'est le fait d'avoir une attention qui reste très bloquée dans la pensée anxieuse. Autrement dit, l'idée c'est, est-ce qu'on peut être plus souple? Et au même titre qu'on peut faire la kiné du dos quand on a mal au dos, qu'on a des problèmes de sciatique, on fait des flexions, des choses comme ça, est-ce qu'on peut faire des sortes de flexions de la tension? Et j'ai inventé un petit outil où il s'agit, je me suis beaucoup basé sur l'observation de mes chats que j'envie, parce qu'ils sont quand même très très cool. Ouais, d'ailleurs, il y en a qui s'appellent nuages. Ils ont cette capacité à exactement à switcher les chats d'un état d'hyper attention vigilante à un état d'hyper détente incroyable, tout ça en l'espace d'un quart de seconde. Ils passent d'un état à un autre extrêmement rapidement. On a beaucoup de mal à faire ça, à switcher de ces états-là. De dire si on produit des sons, puisque finalement nos pensées ce sont des constructions mentales auxquelles on donne trop d'attention, ce que je disais avant. Mais au fond, on peut s'entraîner sur la base de est-ce que je peux donner mon attention à des sons et décaler mon attention vers la droite ou vers la gauche, comme un chat qui orienterait ses oreilles vers la droite ou vers la gauche. Pour ça, je vais tapoter avec mes mains, tout simplement sur mon bureau, main droite, main gauche, à une certaine fréquence. J'ai décrit la technique dans le livre. Et je vais m'entraîner à donner toute mon attention aux sons qui viennent de ma main droite et à moins écouter celles qui viennent de la gauche. Et puis à un moment donné, je vais faire l'inverse et je vais apprendre comme ça à flexibiliser beaucoup mon attention. Parce que si j'apprends à faire ça, et c'est très simple, l'outil il est ultra simple, j'aurai aussi plus de flexibilité pour donner moins d'attention à certaines pensées et plus d'attention à d'autres pensées. Autrement dit, vous voyez, le chef d'orchestre dont je parlais tout à l'heure, je vais lui faire une sorte de kiné, de rééducation, à lui dire, t'es pas obligé de rester bloqué tout le temps en mode, je ne m'intéresse qu'à ce qui m'angoisse, je reste bloqué sur la menace, mais je peux être beaucoup plus flexible et beaucoup plus souple. Et pour ça, je voulais créer un outil très simple. Je disais, moi, la méditation en pleine conscience, c'est un super outil, mais moi, j'ai du mal. Alors que là, simplement apprendre, générer des petits bruits et puis apprendre à diriger mon attention vers la droite, puis vers la gauche, puis plus global, puis ensuite vers mes pensées, puis à nouveau plus global, c'est super simple. Alors ça, vous le faites, il faut le faire quand on a une rumination ou il faut s'entraîner avant plusieurs fois, j'imagine? Alors, le mieux, c'est pareil que les problèmes de douleur de dos. Si vous avez remusclé votre dos avant et que vous êtes un peu musclé et que vous faites régulièrement des flexions, c'est ce qu'il y a de mieux. Et vous aurez moins de problèmes de dos, sans doute, que d'autres. Maintenant, ça peut aider quand vous avez déjà des débuts de problèmes d'anxiété. Mais là aussi, soyons de bon sens, si vous avez une sciatique paralysante, vous allez aller voir un médecin, c'est un peu pareil. La méthode, elle est très efficace en prévention ou pour des symptômes débutants légers. Si vous avez quelque chose qui est extrêmement invalidant, extrêmement pénible, allez consulter un spécialiste. Mais si ce sont des ruminations, des symptômes anxieux, là, ces exercices-là, c'est vraiment comme se remuscler son dos. Maintenant, on fait de la kiné du cerveau. Vous allez apprendre à gagner en flexibilité mentale. Alors oui, une chose qu'on n'a pas précisée à ce stade, docteur, mais je pense que c'est important de le faire, c'est il est inutile de dire à un anxieux ou à un stressé « arrête de penser à ça » comme pour chercher à le rassurer. En fait, il ne faut pas chercher à contrôler son stress ou même à supprimer ses pensées anxieuses. C'est bien ça ?
Ah, mais ça, vous avez raison. C'est terrible pour les anxieux, c'est qu'on passe, les proches passent du temps à dire, mais arrête de te faire du souci avec ça, arrête d'y penser. Parce que les anxieux peuvent être un peu saoulants avec leur entourage, hein. Ils demandent tout le temps de la réassurance. Puis le problème de la réassurance, c'est comme les ruminations, ça marche pas, en vrai. Faut pas rassurer les anxieux, parce que ça marche très peu de temps. Euh, quand on leur dit, mais arrête d'y penser, c'est très simple, hein. Je vous dis, pensez à tout ce que vous voulez, sauf à un ours blanc. C'est ça. Vraiment, hein, concentrez-vous pour ne pas penser à un ours blanc. C'est exactement, dire à un anxieux arrête de penser à ton problème, ça marche tout aussi mal. Ça n'est pas possible, en fait. Donc c'est même presque un peu aggravant et un peu culpabilisant. C'est une façon de lui dire, écoute, c'est comme de dire à quelqu'un qui est allergique aux fraises, mais enfin, tu nous enquiquines, fais un effort pour ne plus être allergique aux fraises. C'est exactement du même registre. Il n'y arrive précisément pas. S'il y arrivait à ne pas penser à ses soucis, il ne serait pas un anxieux, on n'aurait pas besoin de lui dire. Donc, premier conseil, ne dites pas à un anxieux, si vous en avez autour de vous, arrête d'y penser, contrôle tes émotions. Précisément, s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'y arrive pas. Et deuxième conseil, ne le rassurez pas, parce que quand vous le rassurez, bien sûr, ça part d'un bon sentiment. Mais ça ne va pas marcher très longtemps, parce que précisément, l'anxieux va générer de nouvelles pensées anxieuses très très vite. Donc cette réassurance aura eu un effet extrêmement temporaire. Et d'une certaine façon, en plus, vous lui apprenez à devenir dépendant de vous, puisqu'il a externalisé son sentiment de sécurité en faisant appel à des personnes extérieures. On doit apprendre aux anxieux à gérer eux-mêmes leurs propres ruminations anxieuses, leurs propres pensées anxieuses. Si on leur apprend à utiliser les autres, leur entourage, je dis pas qu'il faut pas être gentil avec les anxieux, il faut être très bienveillant, mais c'est à eux de trouver leur propre stratégie et l'objectif de la méthode anti-stress c'est justement de leur en proposer parce que on ne peut pas bloquer ces pensées, ça n'est pas possible, ça ne marche pas, et les stratégies de suppression, d'évitement des pensées ou des émotions sont des stratégies qui en général, on le disait tout à l'heure, ont plutôt tendance à aggraver les choses. Je vais mettre de côté la pensée, elle va revenir en boomerang encore plus fort, parfois même pendant le sommeil, mes soucis vont revenir, j'ai fait un cauchemar, etc. Ces stratégies d'évitement ne fonctionnent pas, c'est vraiment d'autres stratégies qu'il faut utiliser. Mais c'est vrai que ces personnes qu'on peut entendre ruminer, et on peut le faire aussi soi-même, ça peut être pénible pour l'entourage au bout d'un moment, parce qu'ils ressassent un peu toujours les mêmes choses. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop forcément comment les aider. Donc on va leur mettre la méthode anti-stress entre les mains. C'est intéressant ce que vous dites. Je vois beaucoup de diades mère-fille qui sont anxieuses toutes les deux et qui co-ruminent ensemble. Donc j'ai une patiente qui me disait, oh là là, heureusement que ma mère est là, on passe 2 heures tous les soirs au téléphone. Et je lui dis, est-ce que ça vous fait du bien? Elle me dit, non, pas du tout. En fait, au bout de 2 heures, en général, on est très mal toutes les deux parce qu'en fait, elles ont passé 2 heures à co-ruminer. Ce sont des co-ruminations, elles sont adorables toutes les deux. Mais sans s'en rendre compte, les ruminations de l'une contaminent l'autre et en miroir, celle de l'autre. Et alors, elles essayent de se rassurer, mais en fait, ça monte. Et elles auto-entretiennent, d'une certaine façon, les mécanismes de co-rumination. Donc, en fait, il a fallu leur donner des stratégies à toutes les deux en disant, c'est génial que vous ayez une bonne relation, continuez à communiquer, mais vous allez parler d'autre chose que de vos ruminations et de vos soucis parce que ça ne fonctionne pas. Et on va traiter vos ruminations et vos soucis en thérapie, mais pas dans votre relation à toutes les deux parce que ça ne fonctionne pas. Et au contraire, ça a même plutôt tendance à augmenter la charge anxieuse. Voilà, donc c'est un petit conseil. Si vous avez des proches qui sont anxieux, incitez-les à trouver des stratégies de gestion. Ça peut être par plein de choses, hein. Moi, je propose cette méthode, mais pour certaines personnes, ça va être le sport, pour d'autres la méditation, le yoga. Enfin, il y a 1000 et une façons de gérer son stress. Et c'est beaucoup plus efficace que leur apporter les réponses, parce que quand vous leur apportez les réponses, vous savez, c'est la métaphore plutôt que donner du poisson à un pauvre, apprendre-lui à pêcher. C'est évidemment ça. Si à chaque fois que vous lui apportez des solutions à son anxiété, eh ben, vous le maintenez dans la croyance de je ne peux pas gérer mes soucis et les soucis vont revenir. Oui, donc l'idée c'est vraiment de se prendre en main. Il faut combien de temps à peu près pour que ces boucles de rumination redeviennent, on va dire, normales entre guillemets, et que ce soit pas pathologique, enfin, ou en tout cas plus ou moins pathologique? Il faut quelques semaines. C'est un peu le pari d'ailleurs, le défi de cette méthode est de proposer une première partie sur 7 séances avec un rythme particulier qui est 1 par semaine. Au fond, c'est un peu le rythme d'une thérapie. Quand les gens se lancent dans une thérapie, ils vont pas faire 7 séances les unes après les autres la même journée. Ils vont aller voir leur psy régulièrement. Là, l'idée, c'est ce livre, toute la première partie, c'est 1 séance par semaine
on va vous donner des outils différents, je vais vous proposer, vous apprendre des outils différents chaque semaine, et vous allez prendre le temps de laisser infuser, si j'ose dire, ces outils-là. Il n'y a pas d'exercice compliqué, c'est simplement des mécanismes de compréhension, avec l'idée aussi de travailler sur votre motivation. Il faut que vous ayez envie de changer. Le changement est basé sur la motivation, est basé aussi sur le monitoring de soi-même, la capacité à mesurer, à monitorer son niveau de stress au fur et à mesure des semaines. Et quand la méthode fonctionne bien, en général, on commence à avoir les premiers changements au bout de quelques semaines, 3 à 6 semaines en général. Et ce qui est important ensuite, c'est de le maintenir, parce que chasser le naturel, il revient au galop, il faut maintenir. Mais au fond, comme quelqu'un qui déciderait d'arrêter de fumer. C'est difficile, mais on peut le faire, et ensuite, il faut le maintenir. Et il faut aussi des stratégies, des conseils pour ne pas rechuter. Et dans la deuxième partie du livre de la méthode anti-stress, il y a 4 chapitres qui sont des protocoles personnalisés pour traiter, parce que chacun exprime son stress à sa façon. Il y a des personnes, c'est plutôt l'anxiété dont on a parlé, d'autres c'est plutôt les coups de déprime et les coups de blues, d'autres c'est les troubles du comportement alimentaire, le grignotage compulsif ou les crises de boulimie. Donc c'est d'autres encore les TOC, les petites manies comme ça. Donc c'est de proposer pour les personnes de façon la plus individualisée possible des stratégies pour mieux gérer ces différentes facettes et différents visages du stress. Alors, est-ce qu'on pourrait justement avoir un exemple concrètement, parce qu'il y a des personnes qui achèteront le livre et d'autres qui ne l'auront pas forcément, pour différentes raisons. Est-ce qu'on peut donner un conseil pour un des autres symptômes ? Par exemple, les personnes qui peuvent avoir des attaques de panique. Vous dites une attaque de panique n'a jamais tué personne. Mais déjà, dire ça aux anxieux, c'est très important, parce que les gens qui font des attaques de panique ont souvent l'impression qu'ils sont en train de faire une crise cardiaque et qu'ils vont mourir, ou qu'ils vont perdre le contrôle, ou qu'ils risquent de leur arriver, qu'ils sont en train de devenir fous et que c'est très très grave. C'est très fréquent, ça. C'est très fréquent. L'attaque de panique, c'est un truc extrêmement pénible à vivre, mais absolument pas grave. C'est juste un flash d'adrénaline. Votre cerveau a cru que vous étiez en danger. Il a déclenché le système d'alarme, celui qui, à 10 000 ans, nous permettait de courir, de piquer un sprint quand on était poursuivi par un tigre. Il a déclenché le système d'alarme, sauf que quand ça survient au bureau ou dans son lit, on comprend pas pourquoi. Et c'est ce flash d'adrénaline qui déclenche les palpitations, l'impression d'étouffer, l'impression de mourir, l'impression de se sentir oppressé, la boule dans la gorge, enfin, tous les symptômes très pénibles de l'attaque de panique. Donc déjà, savoir que on va pas en mourir, que ça va forcément s'arrêter, ça dure maximum 20 minutes, une attaque de panique. Et qu'en plus, il y a des techniques très simples pour la bloquer. Alors, j'en décris dans le livre, mais j'en donne une toute simple pour vos auditeurs. Anne, par exemple, prenez une paille et inspirez lentement à travers cette paille. Une fois que vous avez inspiré, vous gardez l'air à l'intérieur, vous comptez jusqu'à 5 et ensuite vous expirez lentement toujours à travers la paille. Ça va vous apprendre à respirer beaucoup plus lentement, parce que souvent quand on est en attaque de panique, on se met en hyperventilation. C'est la respiration petit chien et ça aggrave l'attaque de panique. Vous savez, les pompiers, quand ils interviennent dans les gares et les gens font des malaises, ils les font souvent respirer dans des sacs en papier. Vous avez peut-être déjà vu ça. L'idée, c'est de faire l'inverse de l'hyperventilation, c'est de faire re-respirer. Le simple fait de respirer beaucoup plus lentement à travers cette paille et le faire plusieurs fois, mais la respiration abdominale profonde telle qu'on l'apprend dans le yoga marche très bien aussi. Donc il y a plein de techniques qui marchent très bien, et ça, c'est peut-être le grand message aussi que je voudrais laisser, ne perdez pas espoir, il y a des stratégies, il y a des choses à faire, et même si vous avez essayé d'autres choses qui n'ont pas toujours forcément bien fonctionné sur vous, gardez l'espoir dans le fait que vous pouvez trouver chacun peut trouver en soi cette invincibilité dont Camus parlait pour aller mieux et pour être plus en paix avec ses émotions. En tout cas, en vous écoutant, moi, ce que j'ai trouvé comme astuce, je vous avais écouté sur une autre radio, et c'était aussi de prendre la pensée quand je la vois arriver, de la prendre comme dans ma main et comme de la mettre dans un tiroir ou dans une boîte ou de côté. Et c'est drôlement efficace, ça paraît bête, mais c'est très simple et efficace. Oui, ou de la visualiser comme un ballon que je tiens serré entre mes mains, et puis que je vais ouvrir mes mains et ce ballon va s'envoler, il va partir un peu loin, je le vois et je le visualise loin. C'est pareil que la stratégie tout à l'heure avec le nuage, c'est gagner en flexibilité mentale, c'est prendre conscience que on ne contrôle pas nos pensées, mais qu'on n'est pas obligé de leur donner toute notre attention tout le temps. Oui, c'est ça. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Merci infiniment, docteur David Gourion, de nous avoir donné des clés pour nous aider à mieux orchestrer notre stress et notre anxiété pour calmer la mélodie de nos vies. Merci à vos 2 chats aussi, qui vous ont fortement inspiré.
Je rappelle Nuage le et titre. Sharkan. Nuage et Sharkan, voilà. Je rappelle le titre de votre livre, Anti-stress, la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime, qui est paru chez Marabout. Merci infiniment. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.